écoutez Sexe, drogue et philo avec Amélie Stardust et Alexis Kurodo-Coder. Aujourd'hui, on jase de drogue comme outil d'intervention. Allô, allô Alexis. Allô Amélie. Salut, c'est notre 3e épisode de Sexe, drogue et philo. Déjà 3 épisodes. Ça veut dire, écoute, on en publie une fois par 2 semaines. Ça veut dire que ça fait plus d'1 mois qu'on s'est lancé dans la merveilleuse aventure du balado québécois. C'est définitivement une aventure. C'est définitivement une aventure. Il y a beaucoup de bateaux sur le fleuve, mais c'est ça, un de plus. Allez hop, circulation maritime. Parfait. Aujourd'hui, on va parler de drogue. Ben oui, parce que je me dis qu'un podcast qui s'appelle Sexe, drogue et philo, fallait bien qu'on parle de drogue à un moment donné, sinon c'est de la fausse... Effectivement. de la fausse publicité. Je sais pas si vous entendez, il y a un petit rire... il y a un petit rire supplémentaire. C'est parce qu'on a une invitée aujourd'hui. Oui! Yeah! On a Roxane. Roxane, est-ce que tu veux te présenter? Ben oui. Mais là, c'est parce que... Laisse-moi y penser. Le gros malaise. Fuck you. Ouais, allô? Allô Amélie? Allô Alexis? Moi, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est Roxane. Si je fasse comme tout ce que je fais dans la vie, parce que ça peut être long. Ben si tu veux, sinon tu peux juste dire, en fait, pourquoi tu penses qu'on t'a invité à un épisode sur les drogues? Ouais, je pense que c'est parce que c'est un peu mon sujet de prédilection, en tout cas dans ces dernières années. Je suis la directrice exécutive de la Société psychédélique de Montréal, Montreal Psychedelic Society. Je fais de la traduction pour la communauté psychédélique à travers le Canada. Je fais des formations, des workshops, en fait. Je monte des workshops avec la Société psychédélique. J'anime des cercles d'intégration de la Société psychédélique aussi. Puis, je crée et coordonne des sanctuaires dans des festivals, dans des événements. Fait que c'est des endroits, pour les gens qui ne sont pas familiers, des endroits qui permettent aux personnes du festival ou du rassemblement de venir se reposer un peu quand ça devient un peu trop intense. Ça adonne que la majorité du temps, c'est des personnes qui ont consommé des substances quelconques. Fait qu'elles viennent voir pour qu'on puisse leur donner un petit endroit un peu plus loin de la musique, plus calme. Et aussi de quoi se changer les idées finalement, des livres à colorier. C'est comme une garderie pour adultes en fait. Des livres à colorier, des slinkies, de la glu, de l'eau, des fruits, de la peinture, de la gouache, toutes ces belles choses, des cure-pipes, puis ils peuvent faire des structures de cure-pipes à la place de faire un bad trip. Fait que c'est quand même un bon trade. Puis c'est ça. Fait que c'est ça que je fais. C'est la réduction des méfaits, c'est comme ma philosophie de vie. Fait que voilà. Je pense que c'est pour ça que vous m'avez invité. C'est peut-être aussi juste parce que j'ai les cheveux verts. Mais ça, les gens ne le voient pas. Non, je sais, mais... Je pourrais mentir. Je pourrais dire, excuse-moi, mais t'as pas les cheveux verts. Qu'est-ce que la réalité? Oh my God! Mais pour vrai, ça a l'air super intéressant. Les sanctuaires, en fait, ça a l'air amusant même à jeun. Ça l'est vraiment beaucoup. Je suis comme celle qui est à jeun complètement en attendant des gens dans le sanctuaire qui peuvent se colorier. Ils peuvent jouer avec un slinky. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Toujours! Nice. Depuis 1 an, je dirais que comme j'arrête pas de juste recruter plein de gens comme non officiellement, puis comme ils n'ont aucune idée que j'ai une excellente mémoire, fait que littéralement, quand on va avoir un prochain sanctuaire, comme je vais tous les recontacter, ils vont être comme « Oh my God, elle était sérieuse ». Mais comme oui, je suis sérieuse, j'ai un bon flair aussi pour les personnes qui seraient des bons bénévoles pour le sanctuaire. Parfait. Donc, c'est tout un curriculum vitae que tu viens de nous dire là à propos de ton expérience par rapport à la réduction des méfaits et tes connaissances vis-à-vis des drogues. Aujourd'hui, on va parler un peu plus au niveau de la drogue en tant qu'outil thérapeutique.
en tant qu'outil d'intervention, moi étant moi-même sexologue aussi, en clinique, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. En plus que, ben, moi aussi, j'utilise des substances de temps en temps. D'ailleurs, je suggère qu'on fasse un genre de petit tour de table du moins, on a un peu compris que pour Roxane, c'était important, mais on va quand même faire un tour de table pour voir c'est quoi notre rapport à la drogue dans nos vies nous-mêmes. Je vais commencer parce que bon, je viens de vous lancer ça. Je veux pas non plus vous envoyer la balle puis pas l'avoir attrapé moi avant. Dans le fond, moi, la drogue, c'est relativement nouveau dans ma vie. J'ai commencé à faire des psychédéliques à l'été 2020, je crois. J'ai fait du LSD et des champignons magiques. Et en fait, je m'en suis servi de façon thérapeutique justement pour accompagner des thérapies et un cheminement sur moi-même par rapport à mon anxiété. Et aussi, j'avais fait une dépression puis un burn-out au début de l'année. C'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie et je ne pèse à peine mes mots. Ça a vraiment connecté quelque chose à l'intérieur de moi avec comment je me sentais puis ma place dans le monde. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à s'il y avait des recherches qui se faisaient sur les thérapies justement à l'aide de drogue. Puis j'ai vu que c'était quand même un sujet d'actualité, puis qui était vraiment plus que d'actualité, là, c'est un sujet qui est important, puis qui a des grosses débouchés qui se passent dans les dernières années. C'est ça. Donc, moi, c'est principalement des drogues que j'utilise dans un contexte de self-improvement pour faire un peu de thérapie personnelle, mais je m'en sers aussi pour avoir du fun parce que reste que les psychédéliques, en plus de rarement développer des dépendances, ça peut être le fun, ça emmène un sentiment d'euphorie. Fait que c'est ça, je consomme pas de pot, puis je consomme de l'alcool socialement, comme de temps en temps. Hein. Et toi, Alexis? Moi, ben là, c'est drôle parce que je dis ça, puis mes parents qui m'écoutent très certainement vont apprendre des choses. Ils savent que j'ai déjà On les pris... salue. Oui, on les salue. Allô? Louise, Ils Yvon. Ma mère aussi, elle va t'écouter si ça peut te rassurer. OK. C'est correct. Les autres mères, les autres parents. Mais oui, c'est ça. Moi, j'étais le genre de kid qui était comme moi, je prendrais jamais d'alcool ou de drogue de ma vie, puis là, j'ai pas besoin de ça. Puis là, j'ai grandi, je me suis rendu compte que c'est niaiseux, puis je pense que je suis comme entré je suis pas entré nulle part, là, mais j'ai comme découvert la drogue comme je sais pas, juste par curiosité, parce que j'ai envie de découvrir des affaires, peut-être un peu aussi comme, je sais pas, pour les mêmes raisons que j'étais allé étudier en philosophie, c'était comme, je veux mieux comprendre le monde, j'ai l'impression que ça... Quand les gens en parlent, t'es comme wow, ils vivent des choses, moi aussi je veux vivre ça, moi aussi je veux avoir accès à cette autre, je sais pas, dimension de la réalité. Fait que là, ben, j'ai pris du pot au début, j'en prends encore des fois, mais pas souvent, puis j'aime ça. Mais j'ai pris aussi du champignon magique et du LSD une fois. Puis des champignons magiques, j'en ai pris, je pense que j'en ai fait 3 fois. 3 fois. Puis du LSD une fois. Mais je vais probablement en refaire. Moi, encore une fois, globalement, j'aurais une très bonne. C'était pas life-changing comme Amélie, je pense. Pour moi, c'est pas thérapeutique, plus que, comme je dis, c'est comme vraiment comme un outil de, je sais pas, d'inspiration. Là. Tu sais, ça ouvre une nouvelle perspective sur la réalité, ça te fait comprendre des affaires. C'est vraiment comme le plus proche que tu peux te ramasser, j'ai l'impression, de échanger de regard genre, avec quelqu'un d'autre, mais c'est toi-même. Mais moi, l'affaire qui me fait peur avec les drogues, puis là, peut-être, je sais pas, puis parlant de médicamentation, c'est moi, j'avais un oncle schizophrène paranoïaque. Fait que c'est comme dans mon sang, puis mes parents ils ont bien peur, tu sais, comme que je prenne ça, puis c'est pour ça que je leur ai pas dit, parce qu'il y a toujours comme je sais pas, le spectre genre de la maladie mentale, puis effectivement, tu sais, genre, je prendrais pas de l'acide, non, l'acide c'est le LSD, je prendrais pas de drogue trop, parce que j'aurais peur de perdre la carte, tu sais. En tout cas, mais ça, on va peut-être en reparler, mais je pense que c'est ça mon portrait. Toi, Roxane?
Oh my God! Tout a commencé avec la LSD. Tout a commencé, en fait, sûrement bien avant ça. Tout a commencé avec, I guess, le weed. Moi, je considère le weed comme étant un psychédélique, dans mon expérience. Mais bon, on s'entend que fumer un bat et prendre une table de LSD, c'est pas la même game, là. Fait que ça a commencé avec la LSD, que moi aussi, un peu comme Amélie, je repense en fait à mon premier trip de LSD vraiment souvent. C'est quelque chose, puis ça fait comme 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Puis c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup, beaucoup changé, changé ma vie, là. Comme je suis quand même rendue comme à faire ça, pas faire des drogues, pas faire de la LSD, mais je suis rendue à comme baigner dans le monde des psychédéliques à tous les jours. Fait que c'est sûr que ça a clairement changé ma vie. Mais même outre ça, avec moi-même, avec ma santé mentale, avec ma personnalité, ou plus des facettes enfouies un peu plus loin de ma personnalité que je me laissais pas accéder au jour le jour, ça m'a vraiment comme débloqué quelque chose chez moi. Puis tu te parlais de changer de perspective, puis c'est exactement ça qui est arrivé. C'est comme de mettre des lunettes totalement différentes sur ma vie et sur mes sens et sur ma façon de voir le monde. Puis tout ce que j'ai voulu faire après ça, c'est d'essayer de trouver des moyens d'avoir ça au quotidien sans prendre des drogues au quotidien. T'sais. C'est vraiment, ça m'a vraiment marqué ce trip-là. Après ça, la LSD, je pense que ça reste comme ma drogue favorite de toutes. Mais depuis, tu sais, j'ai un peu plus exploré. J'ai fait des champignons, magiques aussi, mais pas tant que ça. J'ai de l'expérience avec la microdose aussi de champignons et de LSD pour la dépression et l'anxiété. J'ai aussi fait de la DMT, ce qui est comme m'a aussi beaucoup, beaucoup apporté, malgré que j'en ai fait comme 2 fois dans ma vie. Mais c'est ça, je pense que juste en tout et pour tout, et même la communauté, en fait, des personnes qui utilisent ces substances-là, et même plus généralement, la communauté des personnes utilisatrices de drogue, point. C'est vraiment une communauté qui me tient à cœur. Puis ça aussi, en soi, ça a comme changé la direction que ma vie a pris, finalement. Puis c'est ça, j'espère que ça va continuer comme ça, parce que j'aime bien où ça s'en va en ce moment. Ah, la MD aussi. La MD, en tout cas. Ouais, on va en parler de la MDMA. J'ai Mhm. fait pas mal de recherches avant notre rencontre aujourd'hui parce que justement, je voulais avoir des trucs un peu plus concrets à partager avec les auditeurs les précieux qui nous écoutent. Moi, j'avais un peu plus de réticence par rapport à la MDMA qui est, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on appelle, on peut l'appeler aussi l'ecstasy, mais c'est pas exactement la même chose. Mais sinon, la molly, bref, c'est une drogue qui est différente des psychédéliques. C'est pas un psychédélique, je pense que c'est un stimulant ou quelque chose du Ouais. genre. Les définitions de c'est quoi un psychédélique, là, c'est comme toujours un débat. Mais Ouais. la définition technique de c'est quoi un psychédélique, en fait, j'avais recherché ça justement parce que quelqu'un m'ostinait un peu. Puis j'étais comme, ah, je vais aller chercher. Puis j'avais trouvé que dans le fond, le terme avait été comme, il avait été coined, il avait été comme inventé un peu par un scientifique il n'y a pas si longtemps, en fait, dans les années 50, je crois. L'idée, en fait, c'est que c'est une substance qui va changer ta conscience. En fait, laisse-moi juste, je lis ici exactement la définition. C'est ah ouais, ça veut dire mind manifesting. Fait que c'est des substances qui amènent des changements mystérieux, entre guillemets, à la conscience. Fait que c'est pour ça que je dis, pour moi, le weed, c'est un psychédélique. Pour moi, la MDMA, c'est un psychédélique. Mais peut-être que pour le voisin, c'est, je sais pas, un autre drogue complètement, qui aurait pu faire cet effet-là. Fait que c'est quand même en tout cas, ça arrive souvent dans les groupes Facebook où tout le monde est toujours très posé et pas du tout extrême dans ses propos, que les gens sont comme pourquoi tu parles de MDMA sur un groupe de psychédéliques, c'est même pas un psychédélique, tu sais, t'es comme t'es qui toi? Toi, t'es pas un psychédélique? Mais bon, bref. Fait que
juste pour répondre spécifiquement à la question, il y a d'autres termes aussi comme les antéogènes ou les psychotropes, en fait, qui décrivent plus largement les trucs, là, mais ouais. Merci. Je fais toujours tout de suite un avertissement, bien qu'on vient de commencer de parler de drogue. Ouais, donc on va parler de consommation de drogue de façon libre parce que on sent que c'est important de pouvoir en discuter puis de pouvoir avoir des discussions qui sont pas empreintes de jugement. Par contre, c'est pas une émission qui veut encourager les gens à consommer de la drogue. Peu importe la substance que vous prenez, il y a des trucs à prendre en compte, il y a certains dangers, il y a certaines portions qu'il faut prendre, certaines doses qui vont vous correspondre ou non. Chaque personne est différente, puis comment est-ce que ces substances-là vont vous affecter vont être aussi différentes que vous l'êtes de votre ami ou de votre voisin. On parle selon nos expériences à nous, et on va aussi parler selon la science, qu'est-ce qu'elle en dit, et les recherches qui sont faites en ce moment sur le sujet. Ouais. Puis on va aussi parler de santé mentale, si jamais il y a des gens qui ont vraiment pas envie d'entendre parler de ça en ce moment. Oui. OK. Ouais, fait que j'ai regardé, on parlait de que c'est des drogues, que les définitions datent des années 50, là, ce que tu disais à propos des psychédéliques. Mais en fait, les recherches qui ont été faites sur les psychédéliques, au niveau thérapeutique, au niveau de soigner le PTSD, soigner les troubles anxieux et troubles dépressifs, qui sont pas mal les 3 trucs avec lesquels on veut utiliser les drogues, les psychédéliques pour traiter, donc faire des thérapies assistées de consommation de psychédéliques. Ben, c'est dans les années 50, 60 que ça a vraiment commencé, puis que c'était vraiment des grosses recherches là, qui ont été faites. C'est là que je pense que le LSD, dis-moi si je me trompe, Roxane, mais qui a été même découvert, là, que c'était... Ou genre synthétisé, je sais pas. Ouais, qui a été synthétisé. Exact. Mais là, avec la guerre au Vietnam, puis les personnes qui étaient contre la guerre, ben il y a pas mal de personnes hippies et tout qui ont commencé à consommer ces substances-là de façon récréative. Puis ben des personnes de gauche qui ont du fun, le gouvernement, il aime pas fou ça. On va se le dire comme ça, mais il y a aussi eu pas mal d'abus, là, tu sais, to be honest, là, c'est pas juste parce que c'était au niveau de la moralité, là, c'était pas juste la police de la moralité, il y a aussi beaucoup d'abus au niveau de la consommation, comment est-ce qu'elle était faite et tout. Reste que ce sont des substances qui, utilisées à l'outrance, peuvent causer des déficits psychologiques, en fait. Donc, ça a été interdit, ça a été rendu illégal, même que les recherches faites par les scientifiques ont été jugées illégales. Puis là, c'était même plus possible pour des scientifiques, pour des psychologues ou des chercheurs en psychologie d'université, peu importe, d'utiliser ou de synthétiser ces drogues-là. Jusqu'à assez récemment, où on a commencé à avoir un regain d'intérêt pour ces drogues-là, parce que, veut pas, elles n'ont pas disparu. Les gens ont continué à faire de la drogue. Puis il y a des personnes qui étaient aussi des scientifiques qui en ont fait de la drogue, puis qui se sont rendus compte que, hey, il y a peut-être de quoi à faire avec ça au niveau de la thérapie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Puis là, en faisant des recherches, ils se rendent compte que ben, il y a d'autres chercheurs qui avaient eu cette idée-là dans les années 50-60, mais qu'ils ont été fermés par le gouvernement, que les drogues ont été rendues illégales. Et là, eh ben, on commence à avoir des tests, que ce soit à l'université ou dans des laboratoires même privés, qui vont essayer de faire de la thérapie assistée à l'aide de MDMA, de psilocybine, qui sont les champignons, donc c'est ou légal de maintenant? LSD. C'est pas tout à fait légal. En fait, ils demandent une dérogation. Ouais. Genre au ministère de la Santé, pour utiliser les substances, il faut vraiment qu'ils décrivent exactement quelle quantité ils utilisent et tout ça. Puis même qu'il y a, en fait, même le Santé Canada a ouvert un programme qui s'appelle le programme d'accès spécial, qui est pour... Fait qu'ils peuvent, oui, demander des dérogations, mais aussi dans le programme d'accès spécial qui n'est pas juste pour les psychédéliques. Ça touche une variété de traitements qu'on peut vouloir essayer d'obtenir une dérogation. Fait que les médecins peuvent faire des demandes pour avoir des dérogations avec ce programme-là. Si c'est des médicaments ou des traitements, whatever, qui ne sont pas disponibles comme au Canada légalement en ce moment.
Fait que ça touche une panoplie de substances, mais notamment, ça touche certains psychédéliques. Puis ça, c'est vraiment un gros pas pour la recherche et pour le traitement qui est fait avec les psychédéliques pour les troubles de santé mentale. Fait que, ouais, même Santé Canada a juste mis de l'avant ce programme-là déjà, en sachant qu'il allait y avoir des dérogations qui allaient être demandées par les compagnies qui veulent offrir ce service-là. Est-ce que la légalisation du pot il y a quelques années par notre Justin Trudeau national, notre premier ministre, a contribué à l'avancement de si on pourrait dire, dédramatisation, c'est legit ça. Déstigmatisation des autres drogues, tu penses, Roxane? Je pense que oui, honnêtement. Je me souviens avec des amis là, quand c'est devenu officiel là, que ça allait être légalisé finalement la marijuana, on était tous en train de fêter, puis on était tous là en train de dire, comme c'est le premier pas, ils viennent de mettre le doigt dans l'engrenage, là, comme on va pas arrêter, là, c'est comme ça commence maintenant, Puis on était vraiment super contents, notamment pour cette raison-là, justement. Je pense que le fait qu'on assiste ou que les gens qui sont en vie en ce moment assistent à la légalisation d'une substance qui a été criminalisée pendant tellement de temps, ça amène un changement de perspective aussi par rapport à juste les drogues en général, mais aussi par rapport aux lois, en fait, à qu'est-ce qui est considéré comme criminel, dans le sens où tu vois ton gouvernement faire un processus pour décriminaliser une substance que toi, depuis toute ta vie, tu disais, ben la raison pourquoi que c'est illégal, c'est sûrement parce que c'est mauvais pour toi. Ils veulent nous protéger finalement. Puis de changer cette perspective-là, puis de plutôt voir ça en disant, OK, mais là, le même gouvernement que je pensais qu'il voulait me protéger d'une drogue qui est potentiellement pas bonne pour moi vient juste de la rendre accessible. Fait que qu'est-ce que ça veut dire pour tout le reste? Puis je pense qu'il y a ça aussi qui est comme un processus qui se passe en background chez les gens de faire comme OK, c'est intéressant, puis ça va peut-être amener des changements de mentalité. En tout cas, je l'espère que ça contribue à ça, mais moi, je rêve du jour où toutes les drogues, en fait, point, vont être légalisées. Parce que, dans le fond, quand tu parles de « Ah, le gouvernement, il veut nous protéger, tout ça », c'est pas, tu sais, comme tu dis, c'est pas vraiment ça, parce que les utilisateurs de drogues, de substances illégales, si on veut, ils vont continuer de les consommer, puis ils ont toujours consommé cette drogue-là. Même des drogues qui sont particulièrement nocives pour la santé, qui créent de terribles dépendances, qui ont un gros taux, en fait, de dépendance, elles vont continuer d'être consommées. Fait que c'est beaucoup mieux d'avoir des drogues qui sont testées, qui sont sécuritaires, qui sont données peut-être dans un lieu comme un centre d'échange de seringues, d'injections supervisées, où on peut contrôler le fait que les personnes sont en sécurité. Donc, les personnes utilisatrices vont pas s'injecter, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais de l'eau de Javel, au lieu de s'injecter de l'héroïne, par exemple. Oui. Puis ils peuvent tester leur drogue pour le fentanyl, ils peuvent avoir accès à du matériel de consommation, fait comme d'injection ou de peu importe le mode avec lequel ils vont prendre leur drogue. Ils peuvent avoir accès à quelque chose qui est propre, qui est stérile, de ne pas s'échanger du matériel de consommation, ça peut être super dangereux aussi. Puis, tu sais, même j'ajouterais à ça que je pense aussi qu'on peut regarder ça de l'autre côté aussi en disant oui, effectivement, une des choses qui rend les drogues, un des facteurs qui contribue le plus aux facteurs dangereux des drogues, c'est le fait que c'est criminalisé parce qu'il y a tout un stigma autour de ça. Tu ne peux pas aller chercher de l'aide parce que tu as peur d'avoir des conséquences, des choses comme ça. Mais aussi, de l'autre bord, si tu regardes dans les drogues posent le plus de problèmes d'addiction et qui sont les plus meurtrières au monde, il y a l'alcool et la nicotine. Fait que même de l'autre sens, en se disant notre gouvernement veut nous protéger, fait qu'il garde des drogues illégales parce que ces drogues-là sont mauvaises pour nous, mais pourtant, tu peux aller à la SAQ et t'acheter pour 300$ de vin, puis no one bats an eye, tu sais. Alors qu'on sait que le danger pour soi-même et pour les autres est extrêmement élevé, tu sais. Fait qu'il y a aussi ça, c'est comme un processus de compréhension, je pense, de c'est quoi la source de cette criminalisation-là aussi. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais
de la War on Drugs, puis de pourquoi ça a été criminalisé in the first place, mais il y a aussi le facteur totalement raciste et de discrimination qui a été un gros facteur dans le début du War on Drugs aux États-Unis. C'était une façon pour le gouvernement de continuer à faire de l'esclavage, finalement, avec les personnes racisées, personnes noires particulièrement, mais sous la loi. Parce qu'aux États-Unis, les prisons, c'est des compagnies, right? Elles font de l'argent. Fait qu'en ce moment même, il y a des personnes qui sont en prison pour des offenses d'avoir de la marijuana sur eux, qui sont en prison et qui font du travail comme ils font des choses, ils travaillent pour la prison et ils se font payer des cents par heure. Fait que ça aussi, c'est comme de comprendre ça, c'est vraiment fou. Ça a commencé aussi beaucoup dans les années 80 avec le crack cocaine. Je sais pas si vous saviez, mais comme, tu sais, le crack cocaine, c'est comme une forme de cocaïne, là, finalement. Puis ça a été criminalisé, dans le fond, pour 5 grammes de crack cocaine, tu avais une sentence. Puis cette même sentence, là, si c'était pour de la cocaïne, il fallait que ce soit 500 grammes de cocaïne. Je sais pas si vous savez c'est quoi 500 grammes de cocaïne, c'est vraiment de cocaïne. Ben oui, puis ce que je comprends, c'est que le crack était plus accessible, était moins cher, donc c'était surtout les personnes noires. Ouais, dans les quartiers super défavorisés. Ouais, qui allaient avoir ça. Je me rappelle aussi avoir entendu des trucs sur toute la folie autour des crack babies, là, comme les bébés qui étaient faits, fabriqués par des mères dépendantes au crack, puis que ça allait devenir des psychopathes ou des trucs comme ça, mais c'est des paniques morales qu'il y a eu à propos de presque toutes les drogues, en fait. Ben oui. À part, et plein d'autres pratiques. Ouais. À part peut-être l'alcool puis la cigarette, parce que l'alcool, la cigarette, ça a été pris par des grosses entreprises qui avaient du PR, puis c'était dans un moment, à une époque où les médias, il y avait un petit peu moins de contrôle sur qu'est-ce qu'on vous vend, c'est bon pour la santé, est-ce que il y avait... C'était un petit peu le Far West, si on veut. Il n'y a pas aussi un rapport genre à la nouveauté dans le sens où l'alcool puis la cigarette, c'est comme ça a toujours été là. On vit, la civilisation est bâtie avec ça, tout est chill. Tu sais, les gens boivent de l'alcool depuis le néolithique, so what? Parce qu'on en voit tout le temps partout, c'est correct. C'est banalisé. Le LSD, comme on a dit, on a synthétisé pour la première fois des années 50. Beaucoup de drogues sont des trucs qui sont arrivés en Occident récemment, ou se sont à tout le moins genre démocratisés très récemment. Puis là, c'est comme voici un nouveau truc qui est un danger. Parce que la coke, c'est pas nouveau tant que ça, parce qu'on il y en avait même dans les boissons gazeuses, justement. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Avant un certain temps. Même chose pour les champignons magiques. Mais là, ce que tu as dit, c'est super intéressant, super pertinent, parce que tu as dit que c'est arrivé en Occident. Parce que les champignons magiques étaient consommés en Amérique du Sud, puis sûrement à d'autres endroits dans le monde, mais moi, ce que j'ai comme connaissance, c'est que c'était beaucoup en Amérique du Sud que c'était consommé. On a l'ayahuasca, qui fait partie des traditions de certains peuples qui vont prendre l'ayahuasca, qui est un genre de champignon qui est réduit dans un liquide. Ils le prennent, puis là, pendant des heures, ils ont des hallucinations. Puis c'est accompagné par un chaman. C'est des drogues qui ont été utilisées pendant des centaines d'années, peut-être même des milliers d'années. C'est des trucs qui sont sur la Terre, qui sont pas nécessairement... si on parle des champignons, par exemple, c'est pas quelque chose qui est créé par la main de l'homme, c'est quelque chose qui existe, qui pousse dans la Terre, un peu comme... Dans le fumier! Dans le fumier! Un peu comme la marijuana. Donc, pourquoi est-ce que le pot qui crée tellement de dépendance, qui crée beaucoup de problèmes aussi de santé, parce que s'il est fumé, un peu comme la cigarette, mais un petit peu moindre effet, ça affecte les poumons. C'est des trucs qui sont dangereux, qui sont vendus par le gouvernement. Alors pourquoi? La question la plus importante, je pense, des prochaines années par rapport à qu'est-ce qu'on criminalise, qu'est-ce qu'on décriminalise, qu'est-ce qu'on rend légal, c'est
pourquoi est-ce qu'on veut que ce soit illégal? À quel point est-ce que de la prévention par l'abstinence, c'est efficace? Ouais, c'est ça. Ça l'est pas. Et on l'a vu, tu sais, par exemple, là, je fais un parallèle avec les ITSS, puis avec les grossesses. Ben oui. Parce que, bon, sexologie, hein, puis Roxane est aussi... moi aussi. J'ai oublié de dire ça, hein, mais oui, je suis bachelière en sexologie, je suis à la maîtrise. Voilà. Je suis en sexo, Donc, on a ce background-là similaire. Puis qu'est-ce qu'on a vu assez rapidement dans les recherches qu'on a étudiées, c'est que la prévention pour l'abstinence, ça ne fonctionne pas. Les gens, ils vont en avoir du sexe. C'est mieux de leur donner des condoms pour qu'ils le fassent de la façon la plus sécuritaire possible. Ils vont Et de les informer. De les informer des risques, de leur donner toutes les informations pour qu'eux-mêmes fassent leur choix. Même chose avec les utilisateurs de drogue. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont consommer des drogues, puis vont en consommer des quantités qui sont trop grandes ou dans des conditions non sécuritaires parce que, premièrement, ils ne peuvent pas faire tester leur drogue parce que c'est pas un service qui est accessible comme il devrait l'être, même si on salue les... C'est quoi? C'est la nouvelle mobile truc? Est-ce que tu vas en parler? Oh my God! Je suis tellement une fangirl de ces organismes-là. Il y a 2 nouveaux services d'analyse de substances à Montréal qui me rendent vraiment, vraiment enthousiaste. Genre, depuis longtemps, on peut quand même facilement avoir accès à des tests de fentanyl, des choses comme ça. Les sites d'injection supervisés aussi, c'était une belle première étape. Mais là, ça fait plusieurs années qu'on est assis sur qu'est-ce qu'on appelle des spectromètres. C'est des grosses machines super sophistiquées où, dans le fond, tu mets une substance, puis ça ne détruit pas la substance. C'est ça qui est vraiment beau aussi, ce qui peut être un incitatif pour les gens d'aller faire tester leur drogue, puisqu'avec les autres tests, ça détruit. Fait que la quantité que tu donnes, tu la reprends pas après. Mais ceux-là, c'est vraiment... Tu mets ta substance et ça te donne une liste de tous les composés qui sont présents dans cette substance en quantité plus grande que 5 Fait que c'est vraiment fou. Puis on ne pouvait pas les utiliser depuis longtemps. Ces organisations-là ne pouvaient pas les utiliser. Ils avaient les machines, mais il n'y avait pas le droit par le gouvernement, par les lois canadiennes, de les utiliser parce qu'ils étaient vus comme des complices à la consommation de drogue. Ouais, c'est absurde. Complices à s'assurer de la santé des gens. C'est absurdité totale. Et là, récemment, il y a Cactus qui a qui va ouvrir en fait bientôt son service d'analyse de substances avec le spectromètre qui s'appelle le Checkpoint. Vous pouvez aller checker ça, c'est vraiment nice. Et il y a le GRIP aussi, qui est le groupe de recherche et d'intervention psychosociale, qui fait de la réduction des méfaits depuis des années dans les rassemblements, dans les parties, tout ça, qui informe beaucoup les gens. Mais là, ils viennent de mettre au point et d'avoir la permission d'utiliser leur service d'analyse de substances mobile. Fait que ça va être dans une van, ils peuvent se déplacer dans des événements, mais aussi vers les gens qui demandent le service, puis aller analyser leurs substances finalement. Et aussi, c'est une porte d'entrée pour intervenir avec les personnes qui sont là, leur donner des informations, leur donner du matériel sécuritaire, des choses comme ça. Fait que moi, je ne sais pas si vous entendez ma voix, mais je suis comme en train de bouncer sur ma chaise. Genre, je suis vraiment excitée par rapport à ça, honnêtement. Ouais. Bref, parenthèse fermée. Très belle parenthèse. Merci. Ben, c'est ça, c'est super pertinent, mais puis justement, avec ce genre d'initiative-là, ben, ça rend ça plus sécuritaire pour les consommateurs. Puis justement, quand on parle de dépendance, ben, il y a beaucoup de personnes qui consomment de façon non sécuritaire, puis qui développent des dépendances, peut-être parce qu'ils ont consommé des trucs qu'ils ne savaient pas c'était quoi nécessairement. Fait que de juste savoir c'est quoi les drogues, c'est quoi les effets, c'est quoi les doses qui sont dangereuses, les doses qui sont sécuritaires, ben déjà là, on pourrait limiter beaucoup d'accidents. Ouais, vraiment. Parce que les personnes, on les prend pour des cons un peu. Puis ben, toute la stigmatisation aussi, là, tu sais, comme quand tu penses genre des drogués, genre à quel point genre c'est comme quasiment une insulte, là, le stigma pour les gens, qu'on est comme arc, t'as comme dépendance, puis genre tu prends genre de l'héroïne, puis c'est fou qu'on comprenne pas à quel point la stigmatisation participe de... Genre c'est comme énorme dans l'injustice que vit la personne qui prend de la drogue. Tu sais, à quel point
Genre, c'est quoi le plus grand tort, en fait? C'est-tu celui qui fait la drogue à son corps puis à son cerveau? Ou le tort que fait la société en lui répétant chaque jour que t'es une marde, tu sais, c'est... Ouais, t'es un sous-humain, en fait, tu mérites Mhm. pas. Puis même, je pense que c'est aussi, ça va vraiment beaucoup avec cette idée ou ce concept. En fait, plus qu'on devient individualiste, plus que, genre, le néolibéralisme fait en sorte que on blâme les personnes spécifiquement pour toutes leurs conséquences de tout leur comportement, finalement. Fait que les personnes utilisatrices de drogue, c'est les parfaits boucs émissaires de tous leurs problèmes à eux dans leur vie, là. Parce que c'est comme tu choisis de consommer cette drogue-là, tu choisis de continuer à consommer cette drogue-là. Fait que pourquoi on paierait de l'argent pour te traiter après ça? Pourquoi Ah on paierait oui. de l'argent pour t'aider à te loger, à te nourrir, à te sortir, si tu as un problème de consommation, à te sortir de ce problème-là, tu sais, comme tu es un sous-humain, là. Mhm. Puis en plus que les drogues, c'est beaucoup présent dans des tranches de la population qui ont déjà souvent d'autres oppressions, comme par exemple des personnes sans domicile fixe, les personnes qui ont des troubles de santé mentale. C'est pas pour rien là, que les drogues, c'est beaucoup relié à ces expériences-là aussi. Fait qu'on se pose rarement la question de qu'est-ce qui a pu faire en sorte qu'une personne a commencé à fumer du weed 10 fois par jour. Ben, c'est parce que cette personne-là est juste plus bien, puis la société est en train de l'aliéner. Ah Mhm. non, mais c'est son problème, elle a fumé du weed. Elle savait, c'est une drogue illégale, fallait qu'elle sache que c'est pas bon pour elle. Mhm. Fait que rendu là, arrange-toi avec tes troubles, tu sais. Puis le Puis, revers bon. le revers de cette médaille-là, c'est aussi, tu sais, comme, ah, t'es la seule personne responsable de ton addiction, mais c'est mettre l'échec de la vie de quelqu'un sur lui, puis il n'y a rien d'autre. C'est aussi, en même temps, l'autre côté, de dire, ah ben moi, si je suis PDG, c'est juste mon propre, Ouais, tu sais, moi, genre, mon succès à moi, c'est juste ouais. accepter qu'il y a comme des injustices systémiques qui amènent des gens à vivre dans la merde. C'est aussi dire, ah ben, il y a j'en profite de ces injustices-là. Fait qu'il Vraiment. y a tout ça qui rentre en jeu. Le Le, mérite. le fucking néolibéralisme. Ah, On en a parlé dans notre autre épisode. Dans notre épisode sur l'éco-anxiété, on a parlé de néolibéralisme. Fait que ouais. ça devient le gros méchant de On est notre comme, à podcast. tous les Le épisodes, ils savent, villain. on tape dessus. Maudit Mais pour néolibéralisme. vrai, moi, ça me désole tellement de voir cette philosophie, genre la méritocratie, tu sais, comme je mérite tout ce que j'ai, fait que toi, ben, si ta situation c'est de la merde, c'est parce que c'est ça que tu mérites, tu sais, mais comme on s'entend, là, vous voyez pas la face que je fais en ce moment, là, mais comme c'est une face de désespoir total, puis de comme, are you serious? Ouais. Puis ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que, tu sais, les grosses drogues qui sont les plus... Quand je dis grosses drogues, c'est pas une question de hiérarchiser les drogues, c'est juste qu'il y a des drogues qui, oui, sont plus dangereuses que d'autres pour la santé, qui créent plus facilement des dépendances. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que ces drogues-là, ben, sont souvent moins chères. Tu sais, sont souvent comme plus accessibles. Fait que c'est souvent, justement, ces personnes-là qui sont full marginalisées, genre qui sont sans abri ou comme tu disais, qu'il y avait des problèmes de santé mentale qui peuvent s'en procurer quand même facilement. Puis aussi, pourquoi est-ce que les personnes consomment des drogues à la base? C'est important, comme vous venez de le dire. Est-ce que c'est pour échapper à la réalité? Est-ce que c'est parce que, ben, justement, là, ils ont une souffrance qui doit être engourdie d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'ils prennent les drogues les plus dangereuses parce que c'est les seules qui sont accessibles? Parce qu'il y a des drogues qui ont des effets qui sont similaires quand même. C'est juste qu'ils s'entrecroisent quand même comme effet. C'est juste qu'il y en a qui sont plus accessibles que d'autres. Fait que tu sais, c'est toutes des réflexions qui sont super intéressantes. Puis tu sais, au niveau des dépendances, je pense que pourquoi est-ce qu'en ce moment, on fait des recherches scientifiques pour revenir au sujet des recherches? Pourquoi est-ce qu'on fait des recherches particulièrement sur les psychédéliques, même si Roxane, je sais que tu n'aimes pas qu'on catégorise les drogues, là, comme tu Ah non, non, as c'est exposé correct. tantôt. Mais, tu sais, je veux dire le LSD puis les champignons magiques, mais on va aussi parler de la MDMA, fait qu'on va quand même l'inclure là-dedans. Mais c'est ces trois drogues-là qui sont les plus recherchées. Ben, on avait aussi le cannabis, mais c'est correct, là, je pense qu'on a fait le tour avec le cannabis. On en parlera une autre fois. Mais au niveau des recherches qui sont faites avec les petites exemptions pour faire ah oui, tout à coup, c'est légal seulement pour notre recherche clinique, c'est ces trois drogues-là. Puis je pense que c'est parce que c'est des drogues qui causent un peu moins de dépendance. Il y a aussi la kétamine.
qui est comme vraiment en ce moment sur un chemin vers la victoire, en tout cas au Canada. Là. Ouais. Fait que, ouais. Ouais, t'as raison. J'ai lu là-dessus. Je la connais un peu moins, donc si tu veux m'en parler après, on en Ben oui, parlera. bien sûr. Après que j'ai parlé un peu de ce que j'ai vu au niveau des. En fait, j'ai écouté un TED Talk. Oh oui. C'est Rick Doblin, qui est un chercheur américain qui fait Oui. de la recherche, Roxane le connaît, sur la thérapie assistée pour soigner le PTSD, donc un trouble post-traumatique avec la prise de MDMA. Peut-être qu'il a fait d'autres recherches, mais son TED Talk portait particulièrement là-dessus, puis il a fait plusieurs études cliniques. Puis est-ce que vous voulez que je vous en raconte une oui. qu'il a fait? Oui, please! OK. Puis en même temps, après ça, je vais vous parler un peu de c'est quoi ces findings en pourcentage. Ah oui, non. OK. Donc, il avait un patient dans son groupe test qui avait donc la MDMA, qui n'était pas le groupe placebo, qui s'appelle Tony. Tony, il venait consulter parce qu'il a un PTSD, parce que ses amis proches sont morts. J'ai pas trop compris si c'était à la guerre, parce qu'il avait l'air quand même jeune, mais bref, c'est des amis proches de lui, plusieurs amis qui sont décédés subitement. Ça lui a causé un trouble post-traumatique, puis il est aussi dépendant aux opioïdes. Okay. Comment est-ce qu'il faisait ça pour la séance dans le centre de recherche? C'est que le patient prenait une certaine dose de MDMA, il avait les yeux bandés, puis on l'étendait sur un genre de lit avec plein de coussins, puis il écoutait de la musique. Pendant qu'il était couché, puis vivait son trip de MDMA, que les effets commençaient à se faire ressentir, les effets de la MDMA, c'est un genre de sentiment d'euphorie, mais ça te connecte beaucoup avec tes sensations, puis avec ton émotivité, là, si on veut. Il y a 2 thérapeutes qui s'alternaient pour être avec lui, puis ils pouvaient leur parler quand ils en ressentaient le besoin. Puis là, tout à coup, après de nombreuses minutes, voire même 1 heure de silence, il fait juste dire « Tu sais quoi, mon PTSD, c'était une façon de rendre hommage à mes amis qui étaient morts, pour les honorer, parce que pour leur montrer, on dirait que comme leur mort m'a causé de la souffrance, mais là, je peux me mettre à leur place, puis il me semble qu'il aurait voulu que je les honore en vivant ma vie au meilleur de sa capacité, comme eux, ils n'ont pas pu le faire. Puis tu sais quoi, les opioïdes que je prenais, là, c'était pour m'engourdir. J'avais pas vraiment besoin de ça. J'ai plus besoin de ça, moi, des opioïdes, puis j'ai pas besoin de MDMA. Je lâche la séance. Je veux plus faire partie de l'étude, OK? Fait que Tony, Tony, il a juste enlevé ses écouteurs, il a enlevé son bandeau sur ses yeux, puis il a fait « Je m'en vais. Je veux plus... je veux plus faire partie de l'étude. » 7 ans plus tard, il est rendu au Cambodge en train de faire de l'aide humanitaire. Il n'a plus jamais retouché à aucune drogue, aucun opioïde, rien d'autre. Puis il est juste content d'être en vie. Puis that's it. Fait que j'écoutais ça, puis j'étais comme « OK, tu sais, c'est impressionnant. » Puis là, je me dis « Ah, c'est nice. » Puis on en entend souvent des histoires comme ça. Tu sais, comme tantôt, Roxane et moi, on a parlé du fait que c'était vraiment thérapeutique pour nous, les psychédéliques, puis les affaires de même. Puis là, je me suis dit, OK, mais c'est-tu juste comme des histoires de même? Mais il faut faire attention, tu sais, c'est quoi vraiment les résultats de l'étude? Parce que, tu sais, on peut bien prendre une chose exceptionnelle dans toutes les personnes qui ont fait l'étude. Ouais, mais Tony, c'est une personne. Ouais, c'est pas représentatif. Fait que ces résultats, c'est que 23% de son groupe placebo, donc il n'y a pas eu de MDMA, après avoir eu de la thérapie avec eux, et ils répondaient plus aux critères du diagnostic du PTSD. Fait que c'est comme s'ils étaient guéris, entre guillemets, du PTSD, avec seulement la thérapie qu'ils ont donnée. Par contre, son groupe où les personnes prenaient aussi de la MDMA, en plus de suivre de la thérapie, il y avait 56% des personnes qui répondaient plus aux critères, donc qui étaient guéries de leur PTSD. C'est intéressant, c'est quand même un gros changement. Après combien de séances? Je sais pas exactement, mais c'était plusieurs séances. Ouais. C'était pas juste une séance, c'était plusieurs séances. Je pense qu'il faut aussi préciser que les personnes qui sont recrutées dans ces études à Rick Doblin, qui est le président de MAPS, Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, les personnes qui sont recrutées, c'est des personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique qui est résistant au traitement.
Fait qu'ils ont essayé d'autres traitements et d'autres traitements de médicaments et de thérapie pendant des années. Là. Il y a comme des critères vraiment spécifiques sur comme c'est qui peut rentrer dans cette étude-là. Fait que c'est encore plus fou parce que c'est des personnes qui ont essayé là, le reste. C'est résistant depuis des années. Puis là, en quelques séances, c'est fou, là. Mais quand tu y penses, ça a tellement du sens, tu sais, genre, comme quand tu penses à ce que fait, en termes de désinhibition, la drogue, puis genre, combiné à l'euphorie, puis là, tu plugues un ou une thérapeute là-dedans, puis c'est sûr qu'il va se passer des choses, là, ça a tellement du sens dans ma tête. Techniquement, ce que ça fait, la MDMA, surtout, c'est que ça te donne vraiment beaucoup, beaucoup de sérotonine. Genre, en fait, la sérotonine, c'est une glande... un neurotransmetteur qui sécrète... des glandes qui sécrètent des neurotransmetteurs. J'avais recherché ça pour une personne à qui je l'ai expliqué en clinique, mais bref, ça te crée de la sérotonine de façon un peu à outrance. C'est comme, ah ouais, ok, c'est comme si ton corps était comme, ah, t'as plus de sérotonine. Ah. Tu sais, comme la communication est comme bizarre. Fait que là, il dit, ah, ben, je vais t'en donner de la sérotonine. Fait que là, tu te sens super bien parce que t'as plus de sérotonine que d'habitude. Puis ça, c'est une hormone qui, dans le fond... on la sécrète. On la sécrète nous-mêmes. Oui, on la sécrète naturellement, tu sais. C'est vraiment... En fait, c'est comme si ces drogues-là, ils appuient sur des boutons dans ton corps, puis il fait juste comme... C'est comme s'il y avait un petit enfant, là, puis il pesait vraiment beaucoup, là, sur... sur le bouton plus. Fait que là, tu te sens vraiment bien, tu te sens vraiment comme si tu flottais, un gros sentiment d'euphorie. Le risque, par exemple, c'est que, un coup que t'as plus les effets de la MDMA, ton corps, il se remet comme de ses émotions. Puis là, t'as plus le petit genre d'enfant de MDMA, whatever, là, qui pèse sur tes boutons. Là. C'est bizarre d'image, là, mais en tout cas... J'adore imaginer un kid dans ma tête. Genre de petit monstre, là. Mais finalement, ton corps, il est comme « Wow, on a vraiment pas trop de sérotonine. Qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, il flush toute ta sérotonine d'un coup. Donc, il fait « Wow! » Parce que c'est comme si la salle dans laquelle il y avait les distributeurs d'hormones, mettons, OK, là, pour continuer l'image, là, est remplie de sérotonine. Il n'y a plus de place pour rien d'autre. Fait que c'est important que ton corps fasse juste comme se débarrasser de ça. C'est comme si ton concierge était comme OK, on fait juste flusher. Fait que là, le sol s'ouvre, puis là, toute la sérotonine sort. Mais là, tu te retrouves avec un... là, tu te retrouves avec un manque de sérotonine. Exact. Donc, c'est important pour les personnes, mettons, qui ont des troubles anxieux, dépressifs, qui ont un PTSD, que ce soit fait, quand c'est fait dans un contexte thérapeutique, que ce soit fait en sachant aussi qu'il va y avoir qu'est-ce qu'on appelle en tout cas un down, tu sais, on va dire. Après, pendant plusieurs jours, quand même, parfois. Ça peut durer quelques jours, ça peut durer quelques heures, ça peut ne pas du tout t'affecter ou pas t'en rendre compte. Surtout si tu n'as pas déjà un déficit en sérotonine. Mais si tu as déjà un déficit en sérotonine parce que tu es en dépression, ça peut être plus tough. Ça peut être dangereux. Ouais. Et de là... Et de les espacer aussi, justement pour cette raison-là, pour que ton cerveau ait le temps de recréer la réserve de sérotonine que tu as actuellement dans ton cerveau pour fonctionner au quotidien puis vivre ces moments de bonheur-là. Ouais, pour pas que t'aies l'impression que ça te prend la drogue pour vivre des moments de bonheur. Parce que tout le reste, c'est de la merde. Moi, j'en ai entendu des histoires là, de personnes qui étaient zéro au courant que la MDMA ou l'ecstasy, de tout ça, finalement. Puis qu'eux, là, ils étaient comme « Ah, si, c'est bien nice! » Puis là, ils prennent ça, genre, tous les week-ends, là, pendant un an, là. Puis il y a des gens qui peuvent développer des troubles de l'humeur très sévères juste avec ça, là, dans le sens que, avec ce type de consommation-là, de faire ça à outrance, parce que je comprends, là, le sentiment, il est amazing, là. On s'entend, là. C'est comme le plus beau moment de ta vie, là, le sentiment que tu as eu, là, de, mettons, t'as gagné quelque chose, là. Puis t'es comme, tu sautes de joie, là, puis t'es plus capable de te contenir, là. Ça, c'est ça le sentiment de la MD, mais sur comme 6 heures de temps, sans arrêt. Fait que c'est sûr que c'est un sentiment que tu veux avoir, là. Fait que si t'es pas au courant, là, c'est fou. Moi, ça me fâche vraiment beaucoup qu'on n'ait pas ces informations-là accessibles à tout le monde, que c'est quand c'est rendu trop tard que les gens se font mettre au courant. Puis ça, c'est même s'ils vont consulter, parce que il y a aussi, vu qu'il y a tout le stigma, tu sais, est-ce que je vais dire ça à mon médecin? Est-ce que ton médecin il était au courant aussi? Ouais, c'est ça, tu sais, fait que c'est comme...
c'est vraiment dangereux, en fait. Comme on parlait, justement, pour boucler la boucle, c'est dangereux de ne pas avoir les informations puis de miser sur l'abstinence parce que l'abstinence, c'est aussi l'ignorance. Une prévention sur l'abstinence, c'est une prévention qui se base sur vouloir cacher des choses aux gens puis vouloir les empêcher d'en parler, vouloir leur empêcher de l'essayer aussi. C'est super paternaliste. C'est super paternaliste, mais c'est super dangereux. Mais oui. C'est contre-productif parce qu'après ça, ben, tu as des problèmes justement de personnes qui vont développer des troubles de l'humeur. À quand les annonces, les publicités, une MDMA par 2 mois? Tu sais, un verre, tu sais, un peu comme l'alcool. Tu sais, t'es une femme, 2 verres, un homme, 3. Tu sais, rappelez-vous d'aller faire tester avec un spectromètre, consulter l'application pour voir où est la petite roulotte. La petite vanne. La petite vanne. Ouais, vas-y, excuse-moi. C'est en plus, parce qu'il y a aussi l'aspect de mélange, que l'affaire avec le fait de hiérarchiser les drogues puis d'en rendre des légales puis des illégales, c'est que les gens oublient que l'alcool, c'est une drogue, oublient que les médicaments qu'ils prennent, c'est des drogues. Fait que pour eux, c'est comme si, quand j'avale de la MDMA, ça va dans un estomac à part de mes antidépresseurs. Puis c'est ça affecte rien. Mais ça, là, moi, ça me fait capoter parce que les gens, ils comprennent pas aussi. Puis tu sais, mon but, c'est pas de faire peur aux gens puis de vous dire comme de jamais faire de drogue. C'est plutôt de dire aux gens de s'informer puis de connaître. Tu sais, si t'es pour consommer, informe-toi. Puis moi, j'en ai connu des personnes qui sont sur des antidépresseurs. Pas tous les antidépresseurs sont pareils, là. Fait que faut quand même s'informer. Et qui font de la MDMA, et moi, j'en ai pas connu personnellement, mais c'est possible de tomber dans un coma et de mourir avec un mélange MDMA et antidépresseur. Pourtant, quand je vais à la pharmacie chercher mes antidépresseurs, mes antibiotiques, mes whatever, pour mes antibiotiques, là, mon pharmacien, il va insister 3 fois de me dire de ne pas boire de jus de pamplemousse. Jamais une fois, il va me dire avec tes antidépresseurs, peut-être pas une bonne idée, by the way, de faire des drogues, parce qu'il faut juste pas en parler. C'est drôle, ça. Je suis allée prendre mon vaccin pour le COVID, puis j'ai demandé à l'infirmière s'il y avait une contre-indication pour les champignons magiques, parce que je leur ai dit « mais c'est écrit, bon, essaye de pas prendre d'alcool » ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui était écrit dans les temps d'heure, là, je sais pas. En tout cas, il y avait des contre-indications. Puis là, je leur ai demandé « OK, mais mettons que je fais des psychédéliques dans 2 jours. » C'est quoi les effets? Est-ce qu'il y a une contre-indication? Puis, elle était fourrée, là. Elle m'a regardé, puis elle était comme, c'est pas écrit, fait que ça doit pas. C'est incroyable. Mais en fait, c'est pas écrit parce qu'ils savent pas. Parce qu'ils prennent pour acquis que les gens, ils en font pas, parce que de toute manière, c'est illégal. Puis, tu sais, je pense qu'ils ont une attente particulière de à quoi ressemblent les personnes utilisateurs de drogue. OK, Roxane, t'as les cheveux verts, mais tu t'exprimes bien, tu sais, je veux dire, dans le sens, on n'est pas des sans-abri, tu sais, c'est plate, là, mais on est... on est privilégiés. On est privilégiés. On est blanc. Moi, je suis blanche, en fait. Je suis white passing, en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis Alexis aussi. Oui, moi aussi. Donc, puis on a des formations universitaires, donc on se présente à un endroit, les gens, ils nous connaissent un peu, bon, ah oui, Madame Amélie, vous êtes sexologue, ouais, tu sais, vous n'êtes pas utilisatrice de drogue, là, tu sais. Non, c'est ça. Non, tu sais, faudrait pas, parce que faudrait que je reste respectable, mais les personnes qui prennent 3 verres de vin par jour, par exemple, eux, tu vas les laisser tranquilles, mais moi qui prends comme ma dose de psychédélique que je vais mesurer, que je vais tester tout ça, puis faire une fois par quelques mois, ça, par exemple, ça devient problématique. C'est juste une bizarre de dichotomie. Mais là, on a parlé quand même pendant un petit bout. Je pense qu'on s'approche de la fin. Ah, déjà. Roxane, t'avais quelque chose que tu voulais dire? Non, je disais continue ton histoire de Tony, mais... non, mon histoire est... Oui, il est parti. C'est fini, on a eu des nouvelles de lui qui est bien, alive and well. Ouais. Est-ce que vous avez des mots pour la fin? Je sais qu'on aurait pu en parler pendant des heures, hein? Puis dites-nous-le, auditoires précieux, si vous voulez... une autre émission sur... c'est sûr qu'on va reparler de drogue dans d'autres c'est dans le titre là, du podcast. Moi, je peux peut-être dire dans le fond que
j'ai beaucoup d'espoir dans mon cœur pour les prochaines années. Honnêtement, je suis quand même assez je me tiens au jus de ce qui se passe dans l'univers psychédélique au Canada. Puis honnêtement, ça va vite. On voit pas toujours qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux, mais il y a plein de choses qui se trament. Il y a des gens qui travaillent incessamment sur plein de projets, comme Rick Doblin, par exemple, pour rendre accessibles les thérapies qui peuvent faire du bien aux gens, parce qu'au final, c'est ce qu'on veut. Puis j'ai vraiment bon espoir que dans les prochaines années, on va voir une grosse popularisation de ces thérapies-là. Bon, c'est un couteau à double tranchant, on pourra en parler peut-être une autre fois, de l'aspect éthique et philosophique de toute cette popularisation des thérapies psychédéliques. Mais ouais, je pense qu'on est sur la bonne voie, puis ça remplit mon petit cœur de plein de sérotonine. Mais c'est pas même ça marche la sérotonine, là. C'est pas dans le cœur, mais en tout cas. C'est figurant, c'est une métaphore. Exact, c'est ça. Puis merci de m'avoir invité. Mais c'était le fun. Merci à toi. C'est quoi? Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver la Société psychédélique de Montréal? Oui. Est-ce que vous faites des événements, j'imagine? Oui. Oui, en fait, là, cet été, on est un peu moins... En fait, on essaie de faire en sorte que les gens ne restent pas derrière leur ordi pour des Zooms interminables encore cet été. Fait qu'on a mis sur pause notre programme habituel. Puis dans le fond, on se dédie corps et âme à faire juste des hangouts dans les parcs pour que les gens puissent se jaser, puis connecter, puis voir du monde dans un beau setting. Fait que vous pouvez trouver la plupart des informations sur notre site web. En fait, toutes les informations passent par notre site web. C'est montrealpsychedelicsociety.org. Le site est aussi en français, c'est juste le titre et pas en français. Et sur notre page Facebook aussi, Société psychédélique de Montréal, Montreal Psychedelic Society. Fait qu'on publie tout cela. Puis, petit scoop aussi. Bientôt, en fait, on est en train de travailler sur un workshop, un atelier, une formation sur le trip sitting, qui est en fait l'idée d'être une personne, c'est pour les personnes qui voudraient faire du trip sitting. Du trip sitting, c'est pas de s'asseoir sur un trip, comme mon traducteur me l'a proposé plusieurs fois. C'est en fait d'être la personne qui est sobre en présence d'une autre personne ou de plusieurs autres personnes qui vont prendre des substances psychédéliques, des psychotropes, bref. Et c'est ça, tu jases avec la personne, tu détermines c'est quoi le contexte, comment on fait ça, etc. Puis des petits protocoles et tout ça. Fait que nous, on vous apprend un peu comment tenir l'espace de manière sécuritaire, comment négocier ça avec la personne qui veut prendre la substance, quoi garder en tête, comment se préparer, des choses comme ça. Fait que voilà. Vous allez avoir toutes les infos quand ça va sortir sur notre site web et sur notre page Facebook. C'est super. Ça, on va mettre les informations sur notre post Instagram, comme on fait d'habitude. Oui. Vous pouvez aussi retrouver le nom de la Société psychédélique dans la description si vous avez besoin de le voir. Ils ont une page Facebook aussi. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Roxane. Merci. Aujourd'hui, je vous envoie des bisous, chers auditoires, plein de sérotonine. Mais les bisous, c'est la sérotonine. C'est comme les câlins. Les câlins, ça fait full sécréter de la sérotonine. C'est ça, c'est comme du micro-dosing, les câlins. C'est une full bonne métaphore. Sécréter, auditoire, sécréter. On se voit dans 2 semaines. Bye bye. Bye. Amour.